La deuxième conférence que l'on entendra sera présentée par Madame Mireille Estivales, professeure agrégée au département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. La professeure Estivales est spécialiste de l'enseignement des religions à l'école et elle nous présente aujourd'hui une communication qui s'intitule « La culture religieuse comme objet d'apprentissage scolaire ». Bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement Fabrizio Veccoli de son invitation. Et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir ainsi l'occasion de retrouver mes collègues de l'Institut d'études religieuses. Alors, la culture religieuse comme objet d'apprentissage scolaire. Donc, dans cette brève communication, je voudrais inscrire l'enseignement de la culture religieuse au Québec, dont on célèbre cette année les 10 ans, dans l'espace et dans le temps, avant de rappeler en quoi consiste l'approche culturelle du religieux, qui est celle qui est privilégiée par le système éducatif québécois, et de souligner quelques enjeux et quelques défis auxquels cet enseignement est confronté. Alors plus largement, cet enseignement de la culture religieuse, sous toutes sortes de dénominations différentes, prend des formes très diverses. C'est un objet d'apprentissage scolaire présent dans nombre de systèmes éducatifs, et cela parfois depuis longtemps, et faisant donc appel à des approches variées. Cependant, on observe ces dernières années que sous la double pression à la fois de la sécularisation des sociétés occidentales et de l'accroissement de la pluralité des convictions non religieuses et religieuses des individus, c'est un objet qui est en mutation constante et qui traduit des évolutions sociétales et politiques et de nouvelles configurations religieuses. C'est donc un objet difficile à saisir. Alors, quelques exemples. Il existe des pays qui proposent un enseignement confessionnel qui est souvent lié à une conception forte de l'identité nationale qui s'appuie sur un socle religieux. On peut penser aux exemples de la Grèce ou de la Russie, qui développent un projet d'enseignement orthodoxe qui vient nourrir une certaine représentation de l'identité russe. On peut penser aussi à l'exemple du Portugal. On a d'autres sociétés, comme par exemple la Belgique, qui propose un modèle intéressant qui est un enseignement plurireligieux. Donc, les jeunes et leurs familles vont avoir le choix entre un cours d'une religion reconnue, comme la religion catholique, protestante, juive, musulmane, orthodoxe, et celui de la morale non confessionnelle laïque. Alors là, l'enjeu qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une religion reconnue? Quel est le processus qui mène à la reconnaissance d'un courant religieux? Donc c'est une question, évidemment, là aussi, qui est en mutation et à laquelle se trouvent confrontés les responsables du système éducatif. La Grande-Bretagne, elle, a fait un autre choix. Elle privilégie un enseignement plurireligieux, prenant acte de la pluralité des convictions dans la société. Elle souhaite favoriser la compréhension interculturelle et interreligieuse. Mais on pourrait dire quid des jeunes qui n'ont pas de conviction religieuse. Donc comment intégrer dans un dialogue interreligieux des personnes qui ne s'identifient pas ou qui ne se reconnaissent pas dans des traditions religieuses. D'autres pays, tels le Danemark, proposent un enseignement culturel d'histoire des religions, mais qui accorde toujours une place privilégiée à la tradition religieuse nationale. Ou d'autres pays, enfin, comme la France, ont fait le choix d'intégrer la connaissance des faits religieux à diverses disciplines scolaires, principalement l'histoire, non sans débat récurrent. Ça fait une vingtaine d'années que, tel un serpent de mer, l'enseignement des faits religieux revient dans le débat public. Alors, comme le montrent les travaux du sociologue Jean-Paul Villem, on peut quand même observer qu'il y a une double tendance actuelle. D'une part, un large processus de déconfessionnalisation de ces enseignements religieux, donc qui sont de moins en moins confessionnels, et donc une prise en compte de la pluralisation religieuse également. Donc ce bref survol montre la très grande diversité des pratiques en matière d'enseignement sur les religions dans les différents systèmes éducatifs qui en fait reflètent le fait que l'école est une institution politique et culturelle.
C'est donc au sein de cette constellation de modèles que prend place le paradigme québécois de l'enseignement de culture religieuse, qui traduit lui aussi des choix politiques, des choix sociétaux, et qui se déploie dans un triple contexte, celui de la laïcisation du système éducatif, dont il est quelque part l'aboutissement, celui de la sécularisation de la société québécoise, engagée depuis les années 60, et celui également de la prise en compte de la diversification des convictions et du pluralisme axiologique croissant de la société. Donc ce modèle est à placer, est à replacer, est à mettre en perspective dans un ensemble de modèles qui traduisent des choix politiques et des choix sociaux. Au Québec, cette réflexion sur un enseignement culturel des religions remonte en fait au début des années 70, à une époque où il y a une certaine effervescence du développement des sciences de la religion, qui est un champ relativement neuf qu'on commence à explorer. Et donc, on va mettre en place un programme expérimental de culture religieuse pour la fin du secondaire, principalement, et qui propose une étude de faits religieux faisant appel à des perspectives historiques, psychologiques, sociologiques et existentielles. Mais l'approche déterminante qui oriente, nourrit cette approche du fait religieux, c'est l'approche phénoménologique au sens de Mircea Eliade. Donc, faire appel à des notions abstraites, hein, le sacré, le rituel, le sacré profane, sont souvent le pur, l'impur. Et qui vise à transmettre une information qui se veut objective sur les principaux aspects du phénomène religieux. Cependant, assez rapidement, à partir de 1974, un terme est mis à ces expériences par le comité catholique, qui à l'époque joue un rôle très important dans le système éducatif et qui veut, lui, valoriser l'enseignement religieux chrétien et prioriser ce qu'il appelle la quête de sens, c'est-à-dire comment aider les jeunes à développer des options personnelles sur le plan religieux. Alors là commence à apparaître une tension entre, d'une part, des références à des approches scientifiques, phénoménologiques, sociologiques ou historiques des religions, et d'autre part, des visées plus ou moins explicites de la promotion d'une tradition, en particulier du catholicisme. Et en fait, il va falloir attendre une période de 30 ans, ponctuée par un certain nombre, évidemment, de débats, pour que, donc en 2005, le Québec fasse ce choix d'un enseignement culturel des religions qui est lié à une réflexion sur l'éthique, dont je n'ai pas le temps de parler ici, et donc de substituer aux enseignements de religion et de morale catholique ou protestante et à leur alternative d'un enseignement moral, une formation sur la culture religieuse et l'éthique qui s'adresse à tous les élèves, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur représentation du religieux. Ce projet se fixe 3 objectifs et on voit la recherche de l'équilibre qui caractérise ce projet, à la fois une familiarisation avec l'héritage religieux québécois, donc de fait avec des dimensions importantes en termes d'origine, de figures marquantes, de rites, de récits, de symboles, de lieux patrimoniaux, de valeurs privilégiées qui sont marquées par le christianisme, donc les traditions catholiques et protestantes, tout en faisant place également au judaïsme, parce qu'il s'agit d'une tradition qui est présente au Québec depuis le XVIIIe siècle, et bien évidemment aux spiritualités amérindiennes, qui sont elles aussi prises en compte. Néanmoins, recherche d'un équilibre, parce qu'il s'agit aussi de s'ouvrir à une diversité religieuse présente de façon plus récente au Québec, en faisant place tout particulièrement à l'islam, à l'hindouisme, au bouddhisme et à d'autres traditions, par exemple comme le sikhisme. Et également le souci de prendre en compte aussi les recompositions du religieux, pour reprendre une expression sociologique, donc les nouveaux mouvements religieux et ce que le programme appelle également les visions séculières du monde, qu'on pourrait aussi nommer comme étant des conceptions de la vie bonne.
Alors, on voit bien que là, qu'il y a une finalité à la fois culturelle et patrimoniale, donc qui vise en quelque sorte à développer la compréhension, voire l'appréciation de l'héritage culturel et religieux du Québec, enrichir aussi la culture générale des élèves, mais il y a aussi un objectif civique qui est très important et qui a des dimensions multiples, respecter les différences culturelles, sociales et religieuses des personnes qui constituent la société québécoise, une ouverture aux autres, donc rapport à l'altérité vue de façon féconde, une capacité à interagir dans une perspective interculturelle, un développement de la tolérance et du sens de la coopération. Donc le but de cet enseignement, c'est de préparer les jeunes à agir de façon responsable envers eux-mêmes, envers les autres, et apprendre à vivre ensemble dans une société démocratique et ouverte sur le monde qu'est le Québec. Donc on a des finalités de nature philosophique et politique, qui sont la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun, qui s'inscrivent de fait dans la conception politique d'une société démocratique délibérative, pour reprendre les propos du philosophe Georges Leroux, où la recherche avec les autres des valeurs communes est essentielle. Donc il ne s'agit pas seulement de valoriser ce qui nous différencie, mais de nous retrouver aussi sur un certain nombre de points communs. Alors l'approche culturelle du religieux, elle s'inscrit dans une approche culturelle plus générale, parce que l'école est considérée comme un lieu de culture par sa fonction de transmission culturelle de connaissances, de compétences, de valeurs, de symboles qu'on choisit comme étant dignes d'être transmis aux nouvelles générations. Donc là, c'est un travail de recomposition permanente aussi. Qu'est-ce que l'on choisit de transmettre aux jeunes générations? Et donc, c'est depuis une vingtaine d'années, depuis 1997, plus exactement, le rapport Inchospé, que s'exprime une préoccupation pour une approche culturelle des matières enseignées, de toutes les matières enseignées. Et les réformes des programmes, qui sont toujours en œuvre dans les écoles, s'inscrivent dans cette perspective, même si parfois cette perspective culturelle a quelque peu été perdue au profit du développement des compétences tant disciplinaires que transversales. Donc, chaque discipline doit sensibiliser à des repères culturels qui doivent permettre aux jeunes de mieux comprendre le monde et à poser sur lui un regard critique, un regard éthique et un regard esthétique. Alors, il s'agit également de découvrir que chaque matière est porteuse de sens, tant par son histoire que par les questionnements particuliers qu'elle suscite. Donc c'est dans ce contexte que la culture religieuse en tant qu'objet d'apprentissage scolaire prend place, étant constituée à la fois par des connaissances et par des connaissances qui visent une meilleure compréhension des phénomènes religieux dans une diversité spatio-temporelle et une prise en compte de différentes dimensions qu'on a d'ailleurs évoquées ici ou là au terme des communications qu'on a pu entendre. Bien évidemment, la dimension de l'expérience, la dimension historique. On a un souci justement de montrer que les religions ne sont pas des blocs monolithiques définis une fois pour toutes, mais qu'il y a toutes sortes d'évolutions qui les traversent et qui les travaillent, qui travaillent les religions. Des aspects doctrinaux ou moraux, mais je dirais qu'ils ne sont vraiment pas prioritaires, des aspects rituels qui, eux, sont très présents avec les rites, les règles, et des aspects également littéraires et artistiques à travers la question des représentations dans les arts et dans la culture, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement, et des dimensions enfin sociales et également politiques, là, bien encore une fois, étant présente, mais de façon plus discrète, on peut dire. Donc, ce programme de culture religieuse est très ambitieux parce qu'il s'intéresse à des textes sacrés, à des croyances, à des enseignements, à des rites, à des fêtes, à des règles, à des normativités, à des lieux de culte, à des productions artistiques, à des pratiques, à des institutions et à des modes d'organisation des religions.
Alors, dans la perspective socio-constructiviste, où en fait les jeunes participent eux-mêmes à la construction de leur savoir, toutes les matières doivent également permettre de développer des compétences, des habiletés. Il s'agit donc là d'être capable de repérer diverses expressions du religieux, comme des édifices, des œuvres, des noms de rues, des pratiques alimentaires ou vestimentaires, pardon. Des manifestations donc diverses du religieux, d'être en mesure d'en expliquer la signification et la fonction, et d'établir des liens avec les environnements socioculturels dans lesquels ces expressions s'enracinent, prennent sens et évoluent. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans le programme de culture religieuse, dans une perspective comparative avec d'autres programmes, c'est que les religions sont considérées comme des réalités culturelles vivantes. Et ça, je dirais que c'est un élément qui est vraiment très important. On souhaite également être très sensible à la diversité des façons de penser, d'être et d'agir à l'intérieur des différentes traditions, au sein même d'une tradition religieuse, et entre les religions et les différentes conceptions de la vie bonne. Donc le but, c'est d'amener les jeunes à mieux comprendre une société marquée par cette diversité des convictions. On pourrait reprendre Hannah Arendt, qui, dans les années 70, réfléchissait à l'éducation comme étant un projet de donner aux jeunes un monde intelligible à habiter, un monde qui fait sens. Alors, le sociologue québécois Fernand Dumont a développé une théorie très intéressante qui est fondée sur un rapport dialectique entre la culture première, qui est donnée à tout individu, donc les croyances, les coutumes, les valeurs, le langage, la nourriture, qui se transmet principalement par la famille, mais aussi par la société, et d'autre part une culture seconde qui permet, elle, grâce à une mise à distance de la culture première, une découverte des grandes réalisations humaines et civilisationnelles dans l'univers des arts, des lettres, des sciences, des techniques et bien évidemment de la philosophie, et qui permet donc de donner du sens à la culture première. Donc la culture seconde, c'est ce qui permet la compréhension de soi par la mise à distance, la compréhension de l'autre et du monde. Ces deux formes de culture ne sont en rien antinomiques ni figées, mais tout au long d'une vie, elles demeurent interpénétrées et se nourrissent l'une l'autre. Alors tout projet d'éducation, à ce moment-là, repose sur une mise en perspective de la culture première, et l'école constitue bien évidemment un des lieux privilégiés du développement de la culture seconde. Or, la culture religieuse, me semble-t-il, se situe précisément à la jonction de la culture première et de la culture seconde. Dans son acception anthropologique, elle renvoie à des conceptions de la vie bonne, à des systèmes de croyances, de pratiques, de règles de vie, à des façons de s'alimenter, de se vêtir, d'interagir, à des valeurs, à des normes, qui sont à la fois, qui influencent les individus, mais également dans lesquels, en tant que société, on baigne, par lesquels on est influencé. Et dans son acception classique, qui est parfois qualifiée d'humaniste, où on considère que la culture, c'est la totalité universelle des œuvres dignes d'être conservées, eh bien, la culture religieuse renvoie à un ensemble de connaissances sur des réalités diverses au fil du temps et de l'espace, mais aussi à un patrimoine universel qui appartient à tous, qui est à la fois matériel et immatériel, qui est fait de lieux, de réalisations artistiques, aussi bien que de valeurs et d'expressions. Donc, dans cette double dimension de culture première et de culture seconde, la culture religieuse permet la compréhension du monde et de l'humanité dans sa diversité et sa complexité, ce qui ne va pas sans poser plusieurs défis. Alors, l'objet même de culture religieuse comme objet d'apprentissage scolaire suscite des incompréhensions, voire des remises en question. Certaines d'entre elles traduisent la difficulté à accepter la pluralité des convictions des sociétés contemporaines au nom d'une homogénéité qui est parfois idéalisée.
D'autres, dans une logique du soupçon, voire du complot, rejettent toute approche culturelle du religieux, celle-ci étant nécessairement un endoctrinement plus ou moins masqué ou assumé, le religieux relevant exclusivement du domaine privé. Et d'autres, enfin, au risque de nombreuses mécompréhensions ou d'anachronismes, à mon sens, font le procès contemporain des religions, voire parfois de leurs adeptes, considérés comme moins évolués que ce qu'ils devraient l'être à l'ère du XXIe siècle. Alors évidemment, dans un contexte où l'école est soumise à de nombreuses injonctions sociétales et à de nombreuses éducations l'éducation financière, l'éducation à la sexualité, la place de la culture religieuse comme espace de découverte, de compréhension de l'humanité est parfois remise en question. De plus, à mon sens, la célébration parfois incantatoire et impensée de la différence et la très grande insistance sur la finalité de la reconnaissance de l'autre a parfois fait perdre de vue le second objectif qui est celui de la recherche commune. Et en d'autres termes, de ce qui nous rallie. Et c'est sur ce dernier aspect que je voudrais conclure. Il me semble que la culture religieuse nous invite à un dépassement, parce qu'elle nous permet de comprendre que depuis toujours, l'être humain se pose des questions fondamentales sur ce qu'il est, sur le sens de la vie, sur le sens du destin. Et au fil de l'histoire de l'humanité, diverses traditions religieuses et divers courants de pensée, y compris non religieux, ont apporté des pistes de réponse. Et cet aspect me paraît particulièrement important. Un deuxième aspect, c'est celui du décentrement de soi, en montrant qu'il existe justement cette pluralité d'expériences religieuses et philosophiques. Il me semble que loin des tyrannies du présent, la culture religieuse nous permet de nous réinscrire dans une histoire commune, en nous invitant à considérer ceux qui nous précèdent et à nous interroger sur ceux qui nous suivront et ceux que nous leur lèguerons. Elle nous permet d'élargir nos horizons ici et maintenant, à une époque où il existe un risque de pratiquer l'entre-soi et de privilégier la fréquentation de ceux qui pensent comme nous. Enfin, à travers les très nombreuses œuvres littéraires et artistiques empreintes de références religieuses, que ce soit sur un mode croyant, un mode critique, un mode satirique, un mode ironique, à partir de références explicites ou implicites, elle nous ouvre au langage symbolique. Elle nous ouvre à la recherche du sens, qu'il soit manifeste ou caché, et plus largement de ce qui nous semble beau et bon. Donc c'est à ce dernier défi et à ce dernier champ que je souhaite continuer la réflexion sur cette question de la pertinence de la culture religieuse. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous entendrons maintenant le commentaire de Madame Marie McAndrew, qui est professeure émérite à la Faculté des sciences de l'éducation. Professeur McAndrew a beaucoup contribué à la recherche sur l'éducation interculturelle et à l'éducation des minorités. Alors, écoutez, bonjour à tous. Je me sens un peu comme le canard boiteux, ou en tout cas l'étranger dans ce cercle, parce qu'évidemment, je ne suis pas une spécialiste de la religion. Et de manière évidente, j'apporte plutôt une perspective, je dirais peut-être un petit peu plus critique autour des enjeux de sociologie du curriculum et de sociologie des religions. Je trouve le texte de Mireille tout à fait intéressant. Je suis globalement d'accord avec son texte, donc je ne vais pas le commenter dans les moindres détails. Mais j'aurais tendance à être un petit peu moins lisse peut-être pour expliquer les choix du programme et d'être un petit peu plus critique, ou en tout cas un petit peu plus, je sais que tu es allé très rapidement sur les critiques parce que tu n'as pas eu beaucoup de temps, mais de donner un peu plus de pertinence aux critiques qui s'adressent au programme. Alors, ce que j'aimerais rappeler d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps pour finalement adopter un programme de culture et d'éthique et de culture religieuse dans le système scolaire québécois. En fait, entre la déconfessionnalisation des structures 98 et la mise en œuvre du programme, on a 10 ans. Alors, on peut expliquer le temps que ça a pris entre le rapport parent et la déconfessionnalisation des structures par l'enjeu constitutionnel, sur lequel je ne reviendrai pas s'il y a des gens qui ont des questions pour y revenir. Mais pour l'essentiel, à partir de 98, l'enjeu constitutionnel n'est plus vraiment dans le portrait. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut rappeler le rapport Proulx. Le rapport Proulx, dès 2000, nous propose ce type d'enseignement culturel des religions.
et il se heurte à ce que j'appelle un contexte de résistance qui surprend tout le monde. Et pourquoi, fondamentalement? Bien, parce qu'on redécouvre finalement le rôle identitaire de la religion dans une société qui ne la pratique plus beaucoup, mais pour laquelle elle est appelée à jouer un rôle de marqueur ethnique, de marqueur de frontière ethnique. Et c'est clair dans ce que Jean-Pierre Pau appelle le rapport de le retour du petit Jésus. Et donc, clairement, c'est un choc. Deuxièmement, à l'inverse, on se rend compte également que dans les focus groups qui sont faits au moment du rapport Proulx, que l'idée d'avoir un enseignement multiconfessionnel qui aurait pu permettre finalement de pacifier la résistance d'une minorité organisée catholique, qui n'était pas la majorité des catholiques, bien sûr, elle n'est pas viable parce que dans un projet de diversité sociologique, enseigner une multiplicité des religions, ça revient à ghettoiser les élèves sur la base de l'origine ethnique, et le modèle interculturel québécois s'oppose à ça, contrairement au modèle, par exemple, britannique. Donc, on se trouve dans un compromis très intéressant, à mon avis, dans le programme, qui est finalement de trouver une troisième voie entre un multiculturalisme et une laïcité pure et dure, et ce qui revient un peu au compromis que Kim Lika appelle celui de la prédominance de la culture sociétale. C'est-à-dire que toutes les traditions sont égales, mais celles qui ont contribué davantage au développement d'une culture sociétale sont mises de l'avant, tout en respectant un patrimoine pluraliste. Alors, le patrimoine pluraliste est sur une base égalitaire, mais la culture sociétale, elle, privilégie les traditions fondatrices. Alors, à mon avis, c'est très intéressant. C'est une des forces du programme, puisqu'on met, comme tu l'as très bien dit, l'accent non pas sur la seule tradition catholique, mais sur les traditions qui ont construit le Québec parce qu'elles ont une historicité au Québec. Et après, on dit, ben, le patrimoine pluriel, lui, il va s'enrichir à travers les siècles. Alors, c'est évidemment une des forces, mais c'est aussi des limites. Parce qu'évidemment, pour les gens qui seraient prêts à accepter l'enseignement culturel des religions comme étant quelque chose finalement qui peut être compatible avec la laïcité, on peut arguer que non, c'est le retour du religieux, et c'est quand même le retour du religieux majoritaire, puisqu'il a plus d'importance que les autres traditions religieuses. Du point de vue des minorités, la non-centralité de leur tradition religieuse, à l'exception des Juifs, peut être vue finalement comme ce que Porter appelait la mosaïque verticale, c'est-à-dire on est tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et on le voit en particulier, par exemple, dans les écoles ethno-religieuses, dont la solution est d'enseigner le programme, mais d'enseigner par-dessus ça leur propre tradition religieuse. Alors, eux, s'ils ne sont pas opposés, mais les minorités qui n'ont pas d'école ethno-religieuse, elles, ne peuvent pas faire cette chose-là. Il y a le contexte d'urgence aussi, dont il faut se rappeler, c'est que le gouvernement est préoccupé de ne pas avoir à reconduire une deuxième fois la clause non-obstant. Parce que vous savez qu'on a suspendu la Charte des droits et libertés à partir de 2000 à cause des résistances au rapport Proulx. Et en 2005, il faut décider est-ce qu'on en fait une deuxième. Et à ce moment-là, ce contexte d'urgence est un contexte aussi de contraintes de gestion de ressources humaines et de rapport avec les syndicats. Et il conduit à finalement une décision qui est un peu étrange, qui est d'enseigner finalement, d'avoir le programme à tous les niveaux, à l'exception d'un ou deux, parce qu'on a un problème, il faut recycler tous les anciens enseignants d'enseignement catholique. Parce que normalement, si on s'était simplement inspiré des besoins, on aurait pu dire on fait un enseignement culturel de la religion à raison de, je ne sais pas, une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, et on peut introduire d'autres dimensions. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ce n'est pas la faute de l'enseignement culturel des religions, mais c'est que ça se passe dans un contexte où l'éducation à la citoyenneté, elle, est définie comme une portion congrue et laissée au bon vouloir des historiens. Donc, il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté distincte dans le système scolaire québécois. C'est à la fin du programme d'histoire, et ça dépend vraiment du bon vouloir des historiens. Certains le font moins, des professeurs d'histoire. Et il n'y a pas non plus de cours d'éducation interculturelle tels quels, ou de cours sur l'immigration autres que les petites choses qu'on trouve dans le programme d'histoire. Et donc, globalement, les élèves québécois sont infiniment plus exposés à la diversité religieuse qu'aux autres formes de diversité. Alors, quelles sont les critiques qu'on peut comprendre à ce moment-là à partir de ça? Bien, la première, c'est qu'on peut se demander, est-ce que le compromis qui donne une prépondérance à la culture sociétale en contrepartie de l'ouverture au pluralisme religieux, est-ce que c'est un compromis qui est stable ou instable?
À mon avis, ma position comme universitaire, on trouve tout que c'est un compromis merveilleux. On l'a vendu dans beaucoup d'articles. On a dit que c'est la troisième voie entre, effectivement, l'assimilation ou l'ethnicisme d'un côté et puis le multiculturalisme. Mais dans le contexte actuel de polarisation au Québec, c'est un compromis très instable. Parce que d'une part, le nationalisme identitaire va trouver que cette définition de la culture sociétale qui va chercher les protestants, les juifs et potentiellement les cultures autochtones, là-dessus ils seront moins critiques sans doute, ben, ce n'est pas un compromis acceptable parce que ça nie la centralité du catholicisme dans le projet identitaire. Puis, à l'autre part, on a cette nouvelle polarisation du discours antiraciste qu'on ne connaissait pas au Québec, aussi polarisé que depuis 4 ou 5 ans autour du racisme systémique, par exemple, qui va dire, bon, ben, finalement, ce compromis-là, c'est aussi une forme de racisme systémique parce que ça fait une mosaïque verticale. Alors, quel est l'avenir de ça? On peut se douter. Puis le deuxième niveau, c'est la question de l'effet pervers. Un effet pervers, je rappelle, en sociologie, c'est non intentionnel et ça n'enlève pas la valeur des choses. Mais il y a un effet pervers, effectivement, de la centration sur le religieux en matière d'enseignement de la diversité et de l'immigration. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? On parle d'approche culturelle du religieux, mais certains pourraient dire au Québec, c'est plutôt l'inverse, une approche religieuse du culturel. Alors, c'est un débat légitime, à mon avis. Entre autres, ce n'est pas la faute du programme, c'est la faute de sa centralité par rapport à l'absence d'autre chose. Bien, ça occulte, par exemple, la présence d'une majorité chrétienne au sein des immigrants et de leurs descendants. Deuxièmement, ça occulte l'importance des non-pratiquants au sein de la population immigrante, qui est importante. Et donc, ça peut renforcer jusqu'à un certain point le stéréotype que l'immigrant est religieux. Parce que les jeunes, c'est un effet pervers, je le répète bien, ce n'est pas volontaire. Oui, je termine. Alors, quelle est la prospective? Ça va bien. Quelle est la prospective? Ben, je vois deux possibilités, en fait, qui vont être certainement débattues, parce qu'on sait que le programme est toujours l'objet de débat. Le programme pourrait être gardé tel quel, et on pourrait créer un nouveau programme qui répondrait à ses limites, sous forme d'un vrai programme d'éducation à la citoyenneté indépendant de l'histoire, ou un programme d'éducation interculturelle, ou un retour de la formation personnelle et sociale, bien que là, il y aurait probablement un overlapping avec l'enseignement éthique. Ça serait peut-être la solution idéale, mais en sociologie du curriculum, on apprend que tout le monde se bat pour les espaces. Alors, un espace de 2 heures semaine à raison de presque de 10 ans sur 12 de scolarité obligatoire, ça va être un espace contesté, et c'est douteux qu'on va trouver un autre 2 heures. Donc, mais ça pourrait être intéressant. L'autre, c'est la redéfinition assez radicale du programme, en disant qu'il a joué son rôle. Il a été mis en œuvre essentiellement pour pacifier le passage de la déconfessionnalisation des structures vers la déconfessionnalisation des enseignements. Et maintenant, peut-être qu'il a atteint son rôle. La question syndicale se pose moins aussi parce que les gens qui étaient enseignants d'enseignement catholique sont moins, prennent leur retraite graduellement. Et à ce moment-là, est-ce qu'on garde l'éthique et puis on redéfinit quelque chose de plus large autour de l'initiation à la diversité et de tous ces marqueurs, et puis également une éducation à la citoyenneté pluraliste. Ce n'est pas nécessairement la position que je trouve idéale, parce que je trouverais vraiment dommage de perdre toute l'expertise qu'il y a autour de ce programme de culture religieuse qui a joué son rôle. Et souvent, quand on abolit quelque chose, on ne le remplace pas vraiment par autre chose. Mais ça peut être tentant pour les décideurs, au sens où, dans le fond, ça satisferait les gens qui depuis longtemps, critiquent la dimension culture religieuse, donc le côté un peu laïcard, nationaliste, un peu extrémiste, qui lui voudrait qu'il n'y ait pas de culture religieuse. Et à l'inverse, ça pourrait aussi répondre à la critique antiraciste, comme quoi il faut avoir une initiation beaucoup plus large aux marqueurs de la diversité et ne pas centrer finalement toute la diversité au Québec autour du marqueur religieux. Alors, je n'ai pas de boule de cristal de ce qui va arriver, mais j'ai comme l'impression qu'on va être dans ces termes-là dans les années à venir. Merci.